Bonsoir à tous, bienvenue pour le deuxième événement en ligne de la base. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la base c'est un lieu qui a été créé en mars 2019 par une dizaine d'associations avec l'objectif d'accélérer la mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale. Mais c'est aussi une communauté avec une dizaine d'organisations et des milliers de personnes, avec un bâtiment qui fait 700 mètres carrés et sur 3 étages, où il y a notamment un bar associatif. Et donc c'est vrai que là, dans ce contexte-là actuel de confinement et de crise, ça peut vous paraître étrange de parler de notre lieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé que la base, pendant cette période-là, ça serait aussi toute cette programmation en ligne, tout ce qu'on va vous partager tous les jours et donc tous ces échanges. Et notamment, du coup, le fait qu'on n'ait plus de bar, ça affecte beaucoup notre modèle économique parce que c'était très appuyé sur ça. Tous nos événements sont à entrée libre. Donc aujourd'hui, pour ce deuxième événement et pour les événements suivants, on vous proposera de participer à prix libre si vous avez envie de soutenir le lieu afin qu'on puisse continuer à exister. N'hésitez pas à le faire. Il y a un lien normalement dans la description, labase.paris/don. C'est un peu comme si vous buviez une bière à la base quand on avait encore notre bar d'ouvert et comme vous pourrez le faire quand on réouvrira. Donc aujourd'hui, après cette petite introduction, aujourd'hui on va parler de logement avec l'association Le DAL, Droit au logement, qui vont venir nous en parler dans ce contexte très particulier, mais aussi pour parler de tous les sujets qui étaient déjà présents avant ce contexte de confinement. Et donc, pour commencer, je vais passer la parole au porte-parole du DAL, Jean-Baptiste Hérault, qui va ouvrir cette conférence. Et donc, Jean-Baptiste, c'est à toi. Et merci vraiment à la base de nous inviter dans cette réunion publique, ce petit meeting, quoi, où on espère que beaucoup vont participer et vont suivre. Alors, il faut d'abord dire que la question du logement est évidemment une question centrale dans la lutte contre l'épidémie. C'est vraiment la première ligne de front, la deuxième, on va dire, après les milieux, les professionnels de la santé. Mais le logement, c'est la ligne de front qui permet de protéger la population, permet de protéger tous ceux qui ont la chance d'avoir un logement pour pouvoir se mettre à l'abri. Et ceux qui ont la chance non seulement d'avoir un logement, mais d'avoir un bon logement. Parce qu'il y a les sans-abri dans notre pays. Et là, le gouvernement a, je dirais, malheureusement, terriblement, nous montre à quel point il est inefficace, il manque de courage, il manque de détermination dans son action. Il y a encore des dizaines de milliers de sans-abri qui sont dans les rues. On a des dizaines de milliers de sans-abri qui sont hébergés dans des conditions qui sont contraires à l'intérêt je dirais, à la protection de leur santé, hein, et qui va favoriser la propagation de l'épidémie, d'autant plus gravement que beaucoup de sans-abri sont en très mauvaise santé du fait justement de leurs conditions de vie. Eh bien, nous pensons particulièrement à ceux qui sont hébergés dans des gymnases, dans des dortoirs, ceux qui sont aussi peut-être dans des chambres, mais qui sont confinés 24 heures sur 24, c'est-à-dire on a quelques exemples de foyers où les habitants, ou les résidents, ou les hébergés doivent rester 24 heures sur 24 dans leur chambre. Ils n'ont pas le droit de sortir, ni même aller prendre l'air et marcher, faire quelques pas dans le quartier. Eh bien non, les sans-abri aujourd'hui sont les maltraités. On pense aussi à ceux qui vivent dans des bidonvilles et qui sont encore dans des bidonvilles ou des logements de fortune, c'est-à-dire qui vivent dans des bâtiments, des baraquements qui ont été installés à la va-vite ou des bâtiments désaffectés à l'abandon, ou bien dans des véhicules aussi. Beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, dans notre pays vivent dans des petits véhicules inconfortables, froids. Et on a des exemples de personnes qui se sont vues confisquer leur véhicule par la police au prétexte qu'ils étaient mal garés et qui ont été verbalisés de surcroît parce qu'ils ne respectaient pas le confinement. Bon, donc on a comme ça des situations qui sont terribles au plan humain et tous les hébergeurs aujourd'hui s'attendent à ce que dans les jours qui viennent, les toutes prochaines semaines, voire à partir de la semaine prochaine,
le mal, l'épidémie, se propage à grande vitesse et apparaissent à grande vitesse dans les structures d'hébergement. Alors ça, évidemment, est la conséquence directe de l'incapacité du gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent pour héberger convenablement ceux qui sont aujourd'hui dans des conditions de logement, de non-logement, dans des conditions de non-logement. On pense aussi à tous ceux qui sont confinés dans des taudis, confinés en surpeuplement, et qui doivent rester 24 heures sur 24 avec leurs enfants dans des conditions terribles aussi, qui vont de promiscuité et qui rendent la vie insupportable. Enfin, avec tout ce qu'il peut y avoir en plus, c'est-à-dire les punaises de lit, cette torture, ce supplice que connaissent ceux qui ont des logements qui sont attaqués par les punaises de lit. On a aussi ceux qui vivent dans des logements, qui croupissent dans des logements bourrés d'humidité, dans lesquels eh bien, l'air est malsain, dangereux pour la santé, et les enfants tombent malades. Vous voyez, tout ça, c'est des éléments, des facteurs qui ne sont pas pris en compte. Et puis, on a enfin les locataires qui ne seront pas en mesure de payer leur loyer à la fin du mois, tout simplement parce qu'ils ont perdu leur job, parce qu'ils passent entre eux, on va dire, entre les différents dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement. Bon, voilà, et plus de fric, plus de boulot, travail au noir, travail un peu bricolé à droite à gauche, etc. Et on en a des centaines de milliers en France de personnes qui travaillent comme ça, qui travaillent au noir, qui sont employés dans des restos, etc., des entreprises de ménage. On l'a vu encore avec les sans-papiers qui ont fait la grève dans une filiale de la Poste en Val-de-Marne l'été dernier. Et voilà, et ça, c'est des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui ne seront pas en mesure de payer leur loyer à la fin du mois. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, c'est très simple. Premièrement, on mobilise tout ce qui permet de loger convenablement l'ensemble de la population. Or, en France, on n'a jamais compté autant de logements vacants. 3,1 millions de logements vacants recensés par l'INSEE, auxquels il faut ajouter 3,5 millions de résidences secondaires. Évidemment, les résidences secondaires, aujourd'hui, elles ne sont pas occupées. Il n'y a pas de touristes. On reste chez soi. Donc, la plupart des résidences secondaires, en dehors des Parisiens là, qui ont réussi à partir avant on va dire le début, enfin avant la mise en place du confinement général, eh bien, voilà, les résidences secondaires qui souvent d'ailleurs sont louées. On compte pas loin d'1 million de résidences secondaires qui sont mises en location. Et donc, là aussi, on totalise en France plus de 6,6 millions de logements qui potentiellement pourraient accueillir les quelques centaines de milliers de personnes qui vivent aujourd'hui dans des conditions dramatiques de logement, qui sont exposées gravement à l'épidémie et au Covid-19 et qui, par ailleurs aussi, exposent d'ailleurs le reste de la population. Donc, c'est pourtant des mesures de bon sens. On a réquisitionné en France, après la Deuxième Guerre mondiale, entre 1945 et jusque un petit peu dans les années 90. 1945, on a réquisitionné pour les militaires, mais aussi pour les prisonniers de guerre, mais aussi pour les déportés, mais aussi pour les familles ouvrières et les familles avec enfants qui se retrouvent à la rue à ce moment-là. On a réquisitionné massivement. Ensuite, on a réquisitionné dans les années 60 pour les rapatriés d'Algérie. Et puis, dans le milieu des années 90, lors de l'occupation, après l'occupation de la rue du Dragon par le DAL, l'abbé Pierre a demandé la réquisition. Chirac a dit « Ok, on réquisitionne » et ils ont réquisitionné des centaines de logements vacants pour les sans-abri au milieu des années 90. Alors pourquoi le gouvernement actuel n'active pas la procédure de réquisition? Il a même des pouvoirs renforcés aujourd'hui. Renforcés, c'est-à-dire qu'il a des pouvoirs de guerre. Il a des pouvoirs de guerre, il peut réquisitionner immédiatement, instantanément, des logements qui sont vacants. Donc, pourquoi il ne le fait pas? C'est la raison pour laquelle nous avons saisi, une des raisons pour laquelle nous avons saisi le Conseil d'État lundi prochain, à 14h30, qui devra justement statuer sur notre demande pressante que le gouvernement réquisitionne dans cette situation de guerre de guerre générale et de guerre liée à ce problème de santé, eh bien que le gouvernement applique les pouvoirs qu'il a d'exception qu'il a acquis d'ailleurs de la loi qui a été adoptée dimanche dernier,
et des ordonnances qui ont été signées et publiées hier, eh bien que l'État réquisitionne tous ceux dont j'ai parlé, y compris les personnes qui vivent dans des situations de logement tragiques, dangereuses pour leur santé. Il faut les sortir de la situation dans laquelle ils sont. Et il s'agit de les protéger, eux, en premier lieu, les plus vulnérables, mais également de protéger l'ensemble de la population. Ça, c'est la première mesure qu'il faut prendre. Ensuite, pour les locataires qui ne pourront pas payer leur loyer, pourquoi on ne fait pas, comme en Allemagne, une mesure, une disposition qui prévoit que les locataires n'ont pas l'obligation de payer leur loyer dans les 3 prochains mois ou pendant la durée de l'épidémie? Voilà, on suspend le paiement des loyers. Ça s'appelle un moratoire des loyers pour les personnes qui ne sont pas en mesure de le régler. Pourquoi on n'a pas encore cette disposition? Le gouvernement a pris des mesures économiques, il n'a que l'économie dans la tête. Or, le logement, c'est la mesure principale de protection aujourd'hui contre le coronavirus. Que fait le gouvernement? Donc, il faut suspendre le paiement des loyers. C'est indispensable. Il faut un moratoire sur les loyers. D'ailleurs, loyers qui sont beaucoup trop chers dans notre pays. C'est une évidence. Il faudrait les baisser. Mais en attendant, on dit à ceux qui ne peuvent pas payer, vous ne payez pas et on verra après comment on fait. C'est ce qu'on a fait à d'autres périodes de notre histoire. C'est ce que viennent de faire les Allemands. C'est ce que vont faire aussi plein d'autres pays européens. Il faut le faire en France. Voilà. Et puis, il y a la question des expulsions locatives aussi qui se pose. C'est-à-dire, il y a encore des expulsions malgré le fait que la trêve hivernale ait été reportée de 2 mois. On a tous entendu Macron nous dire « jusqu'au 31 mai, on n'expulsera pas ». Mais pas du tout. Il y a des expulsions. Il y a des expulsions illicites, des gens qui sont foutus dehors par des hôteliers, par exemple, des hôteliers qui ferment. En quoi un hôtelier aurait le droit de mettre des gens dehors sans jugement en plus? Sans jugement. Or, ces pioles constituent ces chambres d'hôtel, ces misérables chambres d'hôtel constituent la résidence principale des habitants. Elle n'est pas, c'est pas quelque chose de, c'est pas juste quelque chose duquel on doit partir parce qu'on vous dit de partir. Non, quand on n'a rien d'autre, la chambre d'hôtel, c'est son logement. Et donc, c'est au juge de décider si oui ou non une personne doit être mise à la rue. Et si le propriétaire, quel qu'il soit, hôtelier, propriétaire particulier, je ne sais pas quoi, marchand de sommeil, tout ce qu'on voudra, décide de mettre à la rue quelqu'un, il doit avoir un jugement. Et s'il n'a pas le jugement, la police doit le réintégrer. Eh bien, la police ne réintègre pas. La police ne réintègre pas. Et pourtant, c'est la loi. C'est une expulsion illicite, illégale. 3 ans de prison, 30 000 € d'amende. On n'applique même pas les lois qui protègent les plus fragiles et on laisse certains, pas très nombreux, mais certains néanmoins, mettre des gens dehors justement à la merci de l'épidémie. Voilà, donc c'est ce petit mot de colère un peu. On appelle demain à se mobiliser à 18 h, faire un peu de bruit à la fenêtre, mettre une petite banderole, dire un toit pour tous, réquisition des logements vides, moratoire sur les loyers, loyer 0 €, revenu à 0 €, loyer à 0 €, enfin des mots simples comme ça qui font comprendre qu'il faut réagir. On ne peut pas laisser les choses comme ça, que l'on soit bien logé ou que l'on soit mal logé, que l'on soit sans problème parce qu'on est propriétaire de son logement ou que l'on soit locataire avec les difficultés qu'on sent venir alors qu'on vient de recevoir la quittance du loyer, qu'on se demande comment on va la payer. Voilà, c'est ça, demain, 18 h. Eh bien, faisons quelque chose, faisons un geste. Comme dans beaucoup de pays européens, dans beaucoup de villes européennes, il va y avoir des habitants qui vont se mobiliser, qui vont faire comme ils peuvent. On devait manifester, on ne manifestera pas dans la rue, mais on manifestera de nos fenêtres. Maintenant, on peut peut-être entendre, écouter des témoignages d'autres villes. Moi, j'ai poussé un petit coup de gueule, j'ai parlé longtemps, je crois. Donc, maintenant, il faut écouter les autres et écouter d'autres voix, d'autres paroles, d'autres angles de vue. Je suis content, en tout cas, que la base nous ait invités dans cette discussion qui est vraiment essentielle aujourd'hui. Alors, le 28, c'était en principe, avant l'épidémie, c'était le dernier samedi avant la fin de la trêve hivernale. Donc, c'était le retour des expulsions locatives. Et c'était de surcroît une journée
de mobilisation dans toute l'Europe, des mouvements de lutte, d'action pour le logement, pour le droit au logement, pour la défense des locataires, des mal logés, des sans-abri, des Roms, des minorités opprimées, et qui connaissent de ce fait-là des difficultés très importantes de logement. Et donc, on avait prévu cette journée de mobilisation dans des dizaines de villes européennes. En Allemagne, par exemple, ils ont manifesté l'année dernière par dizaines de milliers dans les rues de Berlin pour exiger la baisse des loyers, ce que nous n'avons pas réussi à faire en France encore aujourd'hui. Alors que le logement coûte cher, il n'a jamais coûté aussi cher dans notre pays. Et les locataires souffrent, les jeunes, les salariés modestes, qui n'ont pas d'autre solution pour se loger que louer un logement, souffrent d'une part de la cherté des loyers, puis d'autre part de la précarisation accrue des statuts, c'est-à-dire d'une remise en question de la stabilité du logement, qui est pourtant un besoin fondamental. On a besoin d'un logement stable dans lequel on s'installe pour vivre, pour se reposer, pour se soigner, pour manger, pour aimer, pour enfin bref, faire tout ce que l'être humain a besoin de faire. Et donc, ça aussi, ce droit à un logement stable est évidemment remis en question dans nos sociétés libérales, capitalistes, qui ne mettent en avant que le profit. Alors, le deuxième point, c'est la spéculation immobilière. L'idée était contre les expulsions. Première revendication. Deuxième revendication, contre le logement cher. Troisième revendication, contre la spéculation, parce que la spéculation est la mère du logement cher et de la crise du logement. C'est l'argent qui est gagné sur le logement cher, le renchérissement des prix de l'immobilier, du foncier, et de ces politiques de gentrification, on dirait plutôt d'épuration sociale, qui sont conduites dans les grandes métropoles et qui amènent à la flambée des prix de l'immobilier, des loyers, en toute liberté, et qui conduit évidemment à chasser les populations les plus fragiles des centres économiques. Donc voilà, c'était ça l'objectif de cette manifestation européenne, parce que tous nous connaissons les mêmes problèmes dans tous les pays, quasiment, de manière un peu différente, avec des nuances, mais nous connaissons à peu près tous les mêmes problèmes. Donc en France, une dizaine ou une quinzaine de villes avaient déjà prévu des initiatives quand l'épidémie est survenue. Et à partir de ce moment-là, il a fallu revoir les choses. Et c'est pour ça que nous avons décidé collectivement de maintenir une initiative quand même ce jour-là, samedi, donc 28 mars à 18h, un raffut aux fenêtres des mal logés, des sans-logis, des locataires et de tous ceux qui considèrent que la situation doit absolument être résolue, d'autant plus dans la période que nous connaissons aujourd'hui, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Parfait, mais dans toute la France. Oui, bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci de nous suivre en live. Écoutez, la prochaine personne qui va parler, c'est Asdine, qui est donc représentant des habitants du 18 rue du Croissant, qui est un immeuble qui a été réquisitionné pardon, par des familles sans logis depuis le 1er janvier 2020. Et voilà, des familles sans logis qui étaient à la rue ou dans des situations précaires, d'hôtels, etc. Et finalement, qui ont fait ce que l'État devrait faire. Et c'est là vraiment qu'on voudrait pousser notre coup de gueule aujourd'hui. C'est vraiment que l'État ne prend pas ses responsabilités. Et notamment, Jean-Baptiste en parlait tout à l'heure, sur la réquisition qu'on demande en urgence. Voilà, donc je propose de laisser la parole à Asdine, qui va vous expliquer un petit peu la situation et comment ça se passe aussi dans cet immeuble, qui est un immeuble vide qui appartient à un grand groupe financier et donc qui est promis à faire de l'hôtellerie de luxe. Voilà, donc il y a des hôtels de luxe et en attendant, les sans-abri sont dans les rues et rien pour eux pour se loger. Asdine, je te laisse la parole de te présenter et puis de nous faire part un peu de la situation, comment ça se passe aussi pour vous. Bonjour à tous, je m'appelle Asdine. Je voulais d'abord remercier la base pour nous avoir invités. Je suis délégué des habitants du 18 rue du Croissant. Nous sommes une quarantaine de familles et célibataires qui ont réquisitionné un bâtiment situé au 18 rue du Croissant dans le 2e arrondissement à Paris.
Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est un peu entre Châtelet et l'Opéra. C'est une très belle adresse. Ce bâtiment fait 2500 mètres carrés. C'est très spacieux. On est actuellement une quarantaine de familles. Cet immeuble était l'ancien commissariat du 2e arrondissement qui a fermé depuis plusieurs mois. Il est resté vacant plusieurs mois. Et nous sommes une quarantaine de familles. C'était des familles sans abri, des personnes qui dormaient dehors, SDF qui dormaient dans leur voiture, ou des familles qui sont baladées d'un hôtel à un autre, d'un foyer à un autre. Alors, on a réquisitionné cet immeuble pour s'y installer. Et actuellement, on est bien, on est franchement mieux ici qu'on était avant. Mais depuis qu'on est installé ici, ça n'a jamais été de repos parce qu'on est inondé de procédures d'expulsion. On a d'abord été assigné par la préfecture de police qui voulait nous expulser. Et on a gagné contre la préfecture de police. La préfecture de police demandait notre expulsion alors qu'elle n'était ni propriétaire ni locataire de l'immeuble. Elle voulait juste obtenir l'expulsion pour la société IFI France, qui est propriétaire de l'immeuble. C'est une multinationale qui fait de la spéculation immobilière. Et c'est à cause de ça qu'il n'y a pas de logement à Paris, que les loyers sont chers et que le prix du mètre carré flambe. Après avoir gagné la première procédure au tribunal administratif, on a reçu une deuxième assignation de la part des propriétaires de cette multinationale, IFI France, qui demandait également notre expulsion. Normalement, on devait comparaître le 17 mars. L'audience a été annulée puisque l'état d'urgence sanitaire a été décrété. C'était le confinement. Et donc, pour le moment, on est là. Et heureusement qu'on est là. Parce que là, je ne serais pas où on serait. On serait peut-être dans la rue, livré à la propagation du virus, ou baladé d'un hôtel à un autre, d'un foyer à un autre, ou on parquait dans des gymnases avec plein de gens, ce qui favorise la propagation du virus. Donc, je trouve qu'on est mieux ici, on est plus en sécurité et on s'y maintient et on restera. On continuera la lutte. Avant d'être ici, on était là, dans la rue. Et je connais beaucoup de gens qui sont dans la rue et qui me racontent leur situation. Ils vivent des situations difficiles. Ce sont des gens fragiles, vulnérables à la propagation de la maladie. L'État devrait réquisitionner, comme la loi lui permet, de faire comme nous avons fait. L'État n'a pas voulu le faire, on l'a fait pour nous-mêmes. Et on restera ici, on ne sortira pas tant qu'on ne donnera pas un logement à chacune des familles qui sont ici. Je repasse la parole à quelqu'un d'autre. À Simon, s'il veut reprendre la parole. Oui, merci Asdine pour ton témoignage. Et voilà, bah, écoute, on vous espère. Allô, vous m'entendez? Donc, merci Asdine pour ton témoignage. Et donc, je rappelle que tu es un des lanceurs de la pétition qu'on pousse sur Internet qui s'appelle Covid-19, SOS sans logis, mal logés locataires, avec notamment les revendications, donc la réquisition des logements vacants et des hôtels, les chambres meublées Airbnb, le moratoire sur les loyers et les factures d'électricité. Et puis, évidemment, l'arrêt de toutes les expulsions. Alors, évidemment, cette crise sanitaire, eh bien, elle a impacté durement les habitants, les mal logés, les locataires. Et donc, pardon, excusez-moi, je propose qu'on passe la parole maintenant à Hakim, qui est représentant du collectif
des locataires HLM des Mureaux, et donc qui va justement intervenir sur eh bien, comment est-ce qu'on s'organise dans un quartier d'habitat HLM et quelles sont les problématiques auxquelles sont confrontés les habitants, surpopulation, etc. Je passe donc la parole à Hakim des Mureaux du 78. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on m'entend? Donc moi je suis Hakim, hein, je suis membre du représentant d'AL HLM et collectif locataire des Mureaux. Donc on a créé cette association en 2014 suite aux abus de charges, hein, les charges abusives qu'on reçoit chaque année. Et c'était aussi pour une réhabilitation qui avait eu lieu en 2015 et qui a vraiment donné des résultats catastrophiques. Donc c'était en fait c'était l'élément déclencheur de notre association. Ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'il y a vraiment une négligence, un mépris total des bailleurs là-dessus. Moi, quand j'entends Asdine ou j'entends les propos que tient aussi Jean-Baptiste, franchement, c'est du mépris total, quoi. Parce que, comme je disais à Simon, quand on voit à la télé des journalistes ou des célébrités passer à la télé dans leurs 200 mètres carrés et dire voilà, on est confinés chez nous, et quand on voit des gens sans logement, sans des locataires qui sont en surpopulation dans leur logement, on a des cas ici au Mureaux, ils sont à 5, 6 dans des T2, T3. Et pour la plupart aussi, ils sont avec des infiltrations, donc des logements insalubres. Voilà quoi. Donc notre combat, en fait, on le mène aussi avec le DAL HLM depuis un petit moment. Et donc on a eu pas mal de problèmes sur les Mureaux. Il faut savoir que le bailleur principal, c'est CDC Habitat. On a eu infiltration sur infiltration, malfaçon, dégâts des eaux. On a prévenu déjà la mairie à plusieurs reprises par rapport à ces problèmes de conditions de vie, hein, que subissent les locataires. Donc on est tout le temps en train de se battre, mais on n'a pas de retour. Mais on reste optimiste. On reste optimiste, et c'est tous ensemble qu'on peut faire quelque chose. Donc là, on a des locataires qui vivent dans des logements insalubres, confinés malheureusement. Et le bailleur est aux abonnés absents. Donc il ne demande ni après les locataires, il ne passe ni par l'association, ni par le gardien, ni personne. Donc plus d'accueil, plus de services téléphoniques, donc il n'y a plus rien du tout. On est vraiment abandonné. Et voilà quoi. Donc nous, on essaye de faire en sorte de rester solidaires entre nous. Avant le confinement, on avait créé un groupe WhatsApp, ce qui nous permet de rester en contact, de voir s'il y a des problèmes, de s'entraider mutuellement. Et voilà, qu'on essaye de faire avancer les choses du mieux qu'on peut. Et comme je vous dis, on reste optimiste. Et c'est seulement par la lutte, tous ensemble, qu'on peut arriver à quelque chose. Donc là, on a encore pas mal de problèmes dans les résidences qui sont en cours de traitement, quoi. Ce que disent les bailleurs, mais franchement, rien n'est fait, rien n'a été fait. Les locataires vivent dans des conditions vraiment inacceptables, parce que j'ai vu aussi des personnes, j'ai visité des logements de locataires. Franchement, sincèrement, c'est des choses qui sont vraiment très tristes, très tristes. Et le gouvernement devrait plutôt se pencher là-dessus que de jouer avec la vie des personnes. Donc, moi, ce que j'ai à dire, c'est continuons la lutte. Continuons la lutte. Et faire le moratoire, comme a dit Jean-Baptiste, c'est très important. C'est très important de réquisitionner, de suspendre les loyers, parce qu'il y a pas mal d'intérimaires, juste dans le secteur des Mureaux déjà, pas mal d'intérimaires qui travaillent dans l'usine Renault ou Peugeot. Donc, comme vous le savez, tout est fermé et ils auront vraiment des difficultés à la fin du mois pour payer leur loyer. Donc, le moratoire par rapport à cette suspension de loyer est très importante. Et voilà quoi. Donc, on pourra en parler pendant des heures, mais on va laisser la parole aux autres personnes. En tout cas, je remercie aussi la base de nous avoir invités. C'est vraiment très important de parler sur ce sujet-là. Et voilà quoi. J'espère qu'il y aura d'autres interviews, d'autres rencontres, d'autres meetings par la suite, que c'est très important. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Je repasse la parole à Simon pour que tu puisses présenter la prochaine personne qui va parler. Et on quitte Hakim. Merci beaucoup Hakim de nous avoir fait ce témoignage.
Merci à vous. Merci Hakim, merci Eva. Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, la solidarité s'organise et voilà, et face à cette situation, et nous, on s'inquiète de cette situation dramatique pour les locataires HLM, mais aussi les locataires du privé, qui vont voir leurs revenus baisser et qui vont du coup avoir des difficultés pour payer leur loyer. Et donc, une des pistes, c'est une première action, on va dire, une action collective, c'est de suspendre le virement automatique de paiement de son loyer pour reprendre la main un petit peu sur, comme on dit, sur son porte-monnaie et du coup de demander vraiment ce moratoire sur les loyers. Voilà, donc la situation, elle est dramatique dans les zones, pardon, dans les zones tendues, à Paris, en Île-de-France, mais aussi dans l'ensemble, on va dire, de la France, voire de l'Europe. Et du coup, je vous propose qu'on passe un petit peu on va dire, à une autre ville. Et je passe la parole donc à Anaïs, qui est du DAL, qui représente le DAL Toulouse 31, et donc ville aussi confrontée à une situation dramatique, en particulier sur la question des sans-abri. Donc Anaïs, je ne sais pas si tu es là, je te passe la parole. Merci, à toi. Alors, bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation afin qu'on puisse un peu échanger sur ces questions-là. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, je pense qu'on m'entend. Du coup, nous, à Toulouse, avant cette période de confinement et de coronavirus, on était pas mal sur une lutte qui était une lutte sur des réquisitions. Qui est, en fait, on a 2 réquisitions en cours à Toulouse, donc avec des personnes, des familles sans abri avec lesquelles on a pris 2 bâtiments différents. Là, on en a une qui était vraiment active, qui était sur un bâtiment qui appartient aux impôts, au ministère des Finances. Et donc, ce bâtiment, il était inoccupé, il était depuis très longtemps et il était prévu d'être vendu à un promoteur immobilier parce qu'il est dans un quartier un peu central de la ville. Du coup, on l'occupe avec plusieurs familles. Ça fait déjà depuis janvier. Et la suite au début du confinement, on a essayé et du coronavirus, on a essayé de demander en fait de relancer encore la préfecture qui est assez silencieuse en général à nos interpellations. Du coup, on a essayé de la relancer pour demander le relogement des familles, notamment parce qu'il y a des enfants petits qui sont asthmatiques qui vivent là-bas. Il y a des personnes âgées qui ont des insuffisances cardiaques et des problèmes respiratoires. Enfin bon, bref, il y a plusieurs problèmes de santé très importants. Et aussi, il y a des dames qui travaillent comme assistantes à domicile chez des personnes âgées. Et donc, leur condition de vie déjà fait que ces personnes-là ont des risques pour leur propre santé, mais aussi pour la santé des autres personnes, et notamment des personnes âgées. Donc, on a relancé la préfecture, mais on n'a aucune réponse, comme d'habitude. Donc, voilà, sur le relogement. Sinon, on avait quand même pas mal de luttes en cours, et notamment, notre assemblée des personnes sans logis avait invité plusieurs collectifs et associations qui sont liés au sans-abrisme pour demander en fait, pour discuter ensemble et faire en sorte qu'il y ait une lutte collective de tous les collectifs et de tous les sans-logis pour demander des accès facilités au logement et aussi des meilleures conditions d'hébergement. Et puis aussi la possibilité d'avoir un hébergement d'urgence, le cas échéant, vu qu'à Toulouse, c'est 95% des appels au 115 qui sont rejetés, donc on n'a que 5% de chance d'obtenir quelqu'un au téléphone quand on appelle le 115, et sur les 5%, on a 90% de chance de se voir notifier un refus de prise en charge d'hébergement, vu que le 115 de Toulouse actuellement donne un hébergement de façon inconditionnelle qu'à des familles ou des personnes, si une dame est enceinte de plus de 8 mois, ou si elle a un bébé de moins de 6 mois, et aussi encore elle est victime de violences conjugales, ou enfin si elle a gagné un référé liberté hébergement
au tribunal administratif. Donc, il n'y a aucune chance quasiment d'obtenir un hébergement d'urgence à Toulouse. Et c'est encore le cas aujourd'hui, malgré cette crise. Donc, ça, c'est vraiment catastrophique. Donc, ce qui fait que, par exemple, les personnes sans abri actuellement qui sont à la rue et sont laissées totalement à l'abandon, les toilettes publiques sont fermées, les douches sont fermées, tous les endroits où un peu ressources pour ces personnes-là, elles sont inaccessibles. Les personnes n'arrivent pas à imprimer des attestations et du coup, elles se font verbaliser. Enfin, c'est assez catastrophique de ce point de vue-là. Elles se sont complètement laissées à l'abandon. Après, quand on leur propose par chance un hébergement, c'est souvent des choses qui sont complètement inadaptées. Par exemple, actuellement, il y a un gymnase donc d'une centaine de personnes qui est ouvert, où les personnes sont confinées, elles n'ont pas l'autorisation de sortir du gymnase. Il y a un seul sanitaire collectif, ce qui fait qu'il y a des tensions énormes et puis il n'y a aucun moyen pour avoir des mesures sanitaires qui soient assez correctes pour qu'il n'y ait pas de propagation du virus à l'intérieur du gymnase. Donc, il y a des personnes qui se disent qu'elles préfèrent encore rester à la rue que d'intégrer ce type d'hébergement. Ensuite, il y avait aussi ce qui ressortait beaucoup, même avant du coup cette crise, c'est les mauvaises conditions d'hébergement et notamment le fait que la préfecture de Haute-Garonne mise tout sur l'hébergement d'urgence et particulièrement l'hébergement hôtelier. Donc actuellement, il y a très peu d'ouverture de places pérennes adaptées en hébergement, mais c'est plutôt vraiment tout le monde qui est sur le dispositif hôtelier, même des gens qui ont fait valoir leur droit à un hébergement pérenne, notamment à travers le dispositif du DAO. Et cet hébergement hôtelier, il est très problématique pour plein de raisons. Déjà parce que les personnes, elles sont changées d'hôtel très régulièrement, parfois changées de ville, parce qu'il y a plusieurs villes autour de Toulouse. Et donc, les enfants sont déscolarisés parfois 4 fois dans l'année ou 5 fois parce qu'on les change d'hôtel pour une raison X ou Y de gestion de place, de convention avec les hôtels, etc. Il y a un problème aussi dans ces hôtels pour certains d'insalubrité qui sont importantes. Après, évidemment, c'est des endroits qui ne sont pas du tout adaptés à la vie familiale et à la vie sociale en général. Déjà parce que ces personnes qui sont en hôtel, elles sont complètement dans une situation de précarité, d'exclusion forte, puisqu'elles peuvent pas, elles ne peuvent pas avoir une vie sociale normale, elles ne peuvent pas cuisiner souvent, ou c'est très compliqué de cuisiner dans ces hôtels, donc elles n'ont pas une bonne alimentation. Elles peuvent pas non. Des fois, elles sont, en suroccupation vraiment manifeste, où des fois, par exemple, on a plusieurs familles où il y a plusieurs enfants de tout âge qui dorment dans la même chambre que la maman ou que les parents. Et des fois, ça fait qu'il y a peut-être 6 personnes dans une petite chambre d'hôtel qui ne peuvent pas travailler ensemble, en fait, qui ne peuvent pas faire leurs devoirs, qui ne peuvent pas en fait, se reposer correctement. Et ça crée vraiment des problèmes importants pour ces familles. Et là, donc, en ce moment, en ce moment, c'est 1850 personnes qui sont concernées à Toulouse sur les hôtels. Et on voit que là, la situation dans cette période de crise, elle est catastrophique dans ces hôtels-là. Tout d'abord parce que, en fait, il n'y a pas du tout prévu pour l'instant. En fait, il n'y avait pas du tout prévu de la part de l'État de faire une information sur la situation sanitaire, sur les mesures à adopter dans ces hôtels. Et puis, il y a plein de familles qui se sont retrouvées confinées sans possibilité de sortir et qui avaient besoin d'avoir accès à l'aide alimentaire, qui n'arrivaient plus à trouver la manière d'accéder à cette aide alimentaire, des couches pour les bébés. La situation, elle est vraiment dramatique pour beaucoup de nos adhérents et de nos adhérentes qui nous contactent en nous disant que là, ils sont vraiment en mode survie, que c'est très, très difficile. Et même le confinement dans une petite chambre d'hôtel comme ça, c'est vraiment difficile. Les cuisines collectives pour 50 chambres d'hôtel avec une seule cuisine collective sur les mesures sanitaires, c'est pas du tout adapté. Et donc, nous, c'est quelque chose qu'on dénonce depuis très, très longtemps, le fait de mettre toutes ces familles-là à l'hôtel. On pense que c'est aussi une stratégie en fait de la préfecture de Haute-Garonne pour faire du contrôle de population, puisque elle en profite régulièrement pour rafler les sans-papiers dans les hôtels, pour ce genre de choses, et aussi pour créer de l'instabilité, encore plus de précarité chez ces personnes-là, et pour en fait comme une sorte de stratégie, je pense, c'est eux qui le disent même, de ne pas faire d'appel d'air, de se dire si les gens sont bien hébergés, on aura encore plus de demandes, ou quelque chose comme ça. Alors même que l'accès au logement est de plus en plus difficile, quoi. Après, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit JB, qui était assez complet.
notamment sur ce qui a été dit aussi sur les locataires qui sont en situation de suroccupation ou d'insalubrité, qui sont obligés de se confiner dans leur logement dans cette situation-là. Il faut savoir, à Toulouse, sur la question des sans-abri, il y a 4500 sans-abri qui ont été recensés par la mairie de Toulouse, et l'INSEE recense 23 000 logements vides, ce qui correspond à 8,2% du parc immobilier. Donc effectivement, la réquisition des logements, elle est impérative, quoi. Et par exemple, sur le Airbnb, c'est assez clair, pour nous, comment on peut mettre 1850 personnes à l'hôtel l'hôtel, c'est pas adapté pour un habitat de vie normalement, et faire en sorte qu'il y ait des logements Airbnb qui soient loués à des touristes. En fait, les touristes à l'hôtel et les gens dans des logements, ça paraît une évidence qui devrait vraiment être mise en avant, quoi. Du coup, oui, sur la question du coup de l'urgence sanitaire, en fait, nous, on avait pas mal d'actions plutôt qui sont portées vers la lutte et tout, mais là, on est vraiment obligés, toutes les assos, de se mettre sur un aspect de solidarité et à remplacer l'État, en fait, pour informer les personnes qui nous contactent, en fait, sur les mesures sanitaires, pour organiser l'aide alimentaire, pour organiser les attestations, distribuer des attestations, etc. En fait, on se retrouve à remplacer l'État, les assos, les citoyens et tout. Ça n'a aucun sens. Et on trouve que c'est assez dur en plus, parce que l'État s'est souvent reposé sur les assos, et à Toulouse, c'est particulièrement le cas, mais je pense que c'est le cas un peu partout, et sur le bénévolat associatif. Mais là, on voit en plus que beaucoup des bénévoles associatifs, c'est des personnes âgées, donc du coup, qui sont confinées chez elles, et c'est normal. Et d'autres qui prennent même des risques alors que l'État n'est pas capable d'assumer, parce que l'État n'est pas capable d'assumer ses responsabilités, quoi. Donc voilà, et puis je voulais en profiter aussi pour dire deux choses sur les perspectives. Du coup, il y a l'action du 28 aussi où on va participer, donc l'action de demain soir, où on invite tout le monde à sortir à sa fenêtre ou sur son balcon si on en a un, et de poser des pancartes et des banderoles. Voilà, nous, on a suggéré pas mal de slogans liés à la question du logement et à faire du bruit. Et on invite tout le monde à prendre des photos et à les envoyer, du coup, pour qu'on puisse les diffuser sur les réseaux sociaux. Donc, si vous habitez près de Toulouse, vous pouvez les envoyer sur notre Facebook. D'ailleurs, j'encourage, parce que nous, on est assez réseaux sociaux sur Toulouse, donc sur le Odal Toulouse, on encourage tout le monde à s'abonner à notre chaîne YouTube. On a pas mal de vidéos qui sont assez intéressantes et assez marrantes. Donc, à notre chaîne YouTube, à notre Facebook, à notre Instagram, à notre compte Twitter, et à nous suivre, et voilà, et à faire suivre du coup un peu toutes les photos que vous ferez demain soir, pour qu'on puisse les rediffuser. Et puis aussi, donc nous aussi, ce qu'on continue à Toulouse, et c'est un peu dans la perspective de ce qu'avait expliqué aussi Jean-Baptiste sur la procédure qui va être faite au Conseil d'État, c'est qu'on essaye à fond de continuer les actions en justice. C'était quelque chose qu'on essaye de faire depuis pas mal de temps là déjà, et qu'on gagne souvent. En fait, on fait condamner très 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 souvent la préfecture de Haute-Garonne au tribunal administratif, notamment pour le non-respect des conditions d'hébergement ou de l'accès à l'hébergement. Donc, on va continuer à le faire. Le problème, c'est que même quand on l'a fait condamner, la préfecture n'applique pas les décisions de justice. Donc, le temps qu'on fasse des mesures exécutoires, des liquidations d'astreinte, etc., ça prend encore plus de temps. Mais on continuera encore, et c'est incroyable, en fait, qu'on soit encore obligé d'insister et de faire tellement de choses auprès de la justice et dans les rues, etc., pour essayer de faire en sorte juste que l'État respecte la loi, quoi. Enfin, ça paraît dingue. Mais bon, voilà, on continue. Merci encore pour ce live, et puis j'espère qu'il sera très suivi et qu'on pourra faire passer notre message au plus grand nombre possible. Merci à toi, Anaïs. La lutte continue, effectivement. Voilà, du côté de Toulouse, mais aussi dans d'autres villes, hein, puisque tu l'as dit, la crise sanitaire vient renforcer de manière inquiétante la crise du logement, et donc il va nous falloir mener des mobilisations à venir. Et là, en cette période de confinement, on continue les mobilisations d'une autre façon, effectivement. Et du coup, voilà, je souhaiterais passer la parole à Raphaël. Je ne sais pas s'il m'entend, Raphaël. Ouais.
du Là. DAL Grenoble. Et voilà, c'est à toi. La lutte continue aussi du côté du DAL Grenoble. Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Merci du coup d'écouter ce live. Alors nous, ce qu'on aimerait simplement dire, en tout cas du côté de Grenoble et du côté de l'Isère, c'est qu'il nous semble quand même bien qu'aucun responsable aujourd'hui n'est à la hauteur de la situation. Ça commence par la région, avec un préfet de région qui a annoncé avant-hier qu'il y aurait 400 places d'hébergement supplémentaires qui allaient être attribuées pour faire face à l'épidémie, donc pour protéger les sans-abri et pour les mettre a priori sous un toit. Et en fait, 400 places d'hébergement, c'est extrêmement insuffisant quand on sait que ne serait-ce qu'à Grenoble, dans la métropole, il y a 2500 personnes qui ont été recensées et qui sont sans abri. Donc, j'ose même pas imaginer les chiffres à Lyon, à Clermont-Ferrand et dans les grandes villes de la région, mais en tout cas, 400 places pour toute une région Rhône-Alpes-Auvergne, c'est évidemment largement insuffisant pour ce truc-là. Au niveau du département, évidemment, on ne s'attendait pas forcément à mieux, mais ce qui est tombé, c'est que la préfecture de l'Isère a fermé ses portes en fait, le lendemain du confinement, c'est-à-dire que l'accueil au public ne se faisait plus. Donc, pour contacter les services du genre des DCS et préfecture pour dire bah voilà, on sait qu'il y a encore des personnes qui sont dehors, on sait qu'il y a des situations extrêmement graves, notamment concernant les violences conjugales qui se passent, ça a été très compliqué. Les services du 115, évidemment, sont saturés comme tout le temps, encore plus maintenant. Et on n'a eu absolument aucune réponse institutionnelle. Il faut savoir que le jour du confinement, on était en lutte avec un groupe de jeunes majeurs avec qui on se bat depuis à peu près 1 an aujourd'hui et qui réclament un toit, des papiers et une école pour tous et toutes. Et avec eux, on était en combat depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire qu'on occupait auparavant une salle paroissiale à Grenoble qui était vacante, qui ne servait très peu, pour s'organiser avec eux et pour évidemment réaliser le coup, quoi. Donc, c'est avec eux qu'on a demandé des solutions, des hébergements au niveau de la préfecture et du conseil départemental. Ils étaient au courant de cette situation. Ils savaient qu'il y avait 40 jeunes, beaucoup plus d'ailleurs, mais on était mobilisés avec 40 jeunes, qui étaient dans la rue, qui étaient dans des conditions protégés. On les a rencontrés, on avait eu une audience suite à une manifestation. Ils refusaient de nous serrer la main et nous dire ah, mais vous savez, on vous reçoit, mais on est quand même très sympa parce que là, on est en pleine gestion d'Isère qui arrive. Ils déjà allaient se retrouver dans des situations extrêmement périlleuses. Le jour du confinement, ces jeunes-là, ils trouvaient un autre abri parce que les déchets avaient accepté de leur trouver quelque chose d'autre. Ils dormaient dans des caves. Ils dormaient dans des caves à plus d'une dizaine. Je dis des caves parce qu'il y avait un soupirail hein, concrètement qui l'appelle. Et on est responsable, ils s'activent et qu'ils ouvrent un peu les logements dont ils disposent. Parce que les logements vides, évidemment, dans l'agglomération, vous pensez bien qu'à la longue, on commence par bien les connaître et on sait qu'il y en a qui étaient disponibles. On est allé voir le conseil départemental, ils nous ont dit le public n'est pas prioritaire. Allez voir la préfecture puisque c'est eux qui sont responsables de l'hébergement d'urgence. On est retourné voir la préfecture de l'Isère et ils nous ont dit ce public-là n'est prioritaire. Il y a un public prioritaire puisqu'il n'y a rien qui est fait, rien ouvert depuis le début du confinement. Donc on s'est dit, eh ben, nous allons voir le maire de Grenoble. Maire de Grenoble, alors il n'est pas encore réélu, mais il a fait 45% au premier tour, donc on imagine bien que ça ne va pas poser de problème pour le second tour. On va aller l'interpeller. Le maire de Grenoble, c'est le président d'Actis, le premier bailleur social de la région. Pourquoi est-ce que le maire de Grenoble a refusé de mettre à disposition les logements alors qu'il y en avait au moins 300 qui sont promis à vente et à la démolition? Le maire de Grenoble non plus n'a rien fait. Et donc, c'est un peu le dernier maillon de la chaîne des responsables qui ont été en fait parfaitement irresponsables pour l'instant depuis le début de cette crise en direction des mal logés et des personnes les plus précaires. Voilà, c'est un peu ça qu'on constate aujourd'hui sur le terrain. Les jeunes majeurs, ils ont été obligés de trouver des solutions individuelles. Ils ont trouvé abri chez des particuliers, donc ce qui prouve bien qu'il y a eu une défaillance de l'État en la matière. Et les rares gestes de solidarité, ils ont été du côté de la population. Ils n'ont pas été du côté des institutions et des responsables politiques. C'est ça qu'on a dénoncé avec beaucoup de fermeté tout au long du début du confinement. On a demandé également, avec DAL HLM, aux bailleurs sociaux de mettre à disposition leurs logements vacants, leurs logements qui sont vides, par exemple ceux qui sont promis à la démolition. J'entendais Hakim tout à l'heure parler de CDC Habitat et à la Villeneuve de Grenoble, donc dans un des quartiers,
il y a 200 logements qui sont promis à la démolition d'ici 2020. Pourquoi est-ce que ces logements-là ne sont pas ouverts pour les jeunes majeurs, pour les familles? C'est des logements qui sont en excellent état. Les logements de la Villeneuve, c'est des très très bons logements. Les locataires sur place nous ont écrit pour nous dire pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas les jeunes majeurs dans ces logements-là, et nous sommes prêts à les ouvrir. L'État n'a rien fait, CDC Habitat n'a rien fait. C'est vraiment très désolant. Il y a quelque chose évidemment qu'on veut aussi mettre en avant, c'est que les centres d'hébergement hivernaux qui du coup ont vu leurs portes s'ouvrir début novembre sont dans des conditions matérielles d'accueil qui sont extrêmement insuffisantes. Il y a un hôtel où il y a une cuisine collective qui a été fermée puisqu'il y a une personne qui a été victime du coronavirus. Elle n'est pas décédée, en tout cas elle a été atteinte. Et en fait ça a justifié en effet des personnes qui sont enfermées dans leur chambre, comme l'a dit Jean-Baptiste tout à l'heure, pendant 15 jours, le temps qu'en fait on n'en sait rien parce que la personne n'a même pas été évacuée du centre. Donc aujourd'hui, voilà, un peu partout, c'est vraiment une catastrophe. Les responsables politiques ne sont pas du tout à la hauteur, alors qu'ils sont au courant, parce que, comme l'a dit Anaïs aussi, les associations aujourd'hui, dont le DAL, en fait, se retrouvent sur le terrain, se retrouvent on va dire, à essayer de sauver ce qui peut encore l'être, à aller de nouveau à la rencontre des habitants des squats, des habitants des campements, et pour essayer de continuer à faire valoir leurs droits, ce qui est de plus en plus délicat. Et côté institution, c'est le vide total, quoi. Donc aujourd'hui, évidemment, comme vous l'avez compris, la situation elle est vraiment extrêmement complexe. On pense évidemment à toutes les personnes, notamment les locataires HLM. Dans l'agglomération de Grenoble, il y en a 8500 qui sont en demande de mutation, c'est-à-dire qu'ils doivent quitter leur logement pour des raisons X et Y. Généralement, c'est en effet des questions d'insalubrité, c'est des questions de se rapprocher de sa famille, c'est des questions de surpeuplement ou de logements qui sont pas adaptés. Ces personnes-là, leurs demandes, elles sont de nouveau gelées pendant encore 2 mois. Et alors que généralement, quand il y a des demandes, c'est qu'il y a des crises et qu'il faut absolument partir. Donc voilà, nous, on voulait aussi adresser un message de solidarité à toutes les personnes qu'on connaît, toutes les personnes avec qui on se bat au quotidien dans ces galères-là, et dont on sait que la situation va pas s'améliorer. On appelle aussi de notre côté pour demain à toutes les personnes de l'agglomération de Grenoble de mettre des banderoles à leurs fenêtres, de faire des photos, de faire des vidéos pour que la question du logement apparaisse un peu, que la question de la réquisition soit mise au premier plan, puisque des logements vides, on les connaît. On sait qu'il y en a à la Villeneuve, on sait qu'il y en a à l'Abbaye, on sait qu'il y en a au village olympique, et on sait qu'il y en a sur le campus. On sait que c'est possible de les ouvrir, qu'il y a des personnes ici qui ont les clés de ces logements et qui peuvent les ouvrir. On veut aussi pousser, en effet, pour qu'il y ait un moratoire sur les loyers qui soit mis en place au plus vite, et que les personnes qui ont des petits revenus, qui se sont fait sauter leurs revenus, les personnes qui sont au chômage et les personnes qui sont dans des tafs intérimaires ou précaires, dans le bâtiment ou ailleurs, puissent se dire en avril, je serai tranquille, je vais pouvoir me concentrer pour acheter ma bouffe, payer mes factures, payer Internet, payer le téléphone, afin que ça, au moins, il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. C'est vraiment très important que le gouvernement mette ça en place. On a demandé également aux bailleurs sociaux de faire de même, puisque eux aussi ont la main là-dessus. On a demandé au maire de Grenoble de faire de même, afin qu'ils disent à Actis, au bailleur social municipal, de suspendre les loyers. C'est très important d'obtenir ça le plus vite possible, parce que sinon on va aller droit à la catastrophe. Ça, on en est conscient. Il n'y a qu'à avoir d'ailleurs la file des personnes qui font les distributions alimentaires, qui marchent d'ailleurs grâce principalement aux bénévoles et aux associations. Il y a des files qui sont immenses, c'est beaucoup plus que d'habitude, c'est beaucoup plus que le nombre de personnes qui est déjà évidemment beaucoup trop élevé, qui vont chercher à manger. Et c'est bien la preuve que les gens s'inquiètent énormément, et nous aussi, pour l'avenir. Voilà du côté de Grenoble. Le combat continue. Heureusement, il y a de la solidarité sur place. Il y a des actions juridiques qui se montent avec le recours au Conseil d'État le 30 mars, mais peut-être que ça, Babar ou Simon pourront en parler un peu plus. Et la lutte continue. Heureusement aussi qu'il y a quelque part les réseaux sociaux et les groupes WhatsApp qui permettent beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité, de continuer à parler, les personnes qui sont isolées, les personnes qui se sont battues et qui d'un coup se retrouvent chez eux à se dire mais en fait comment est-ce qu'on continue le combat. Voilà, respect et solidarité à tout le monde, et j'espère que le combat poursuivra pour la réquisition et pour le moratoire sur ces loyers, c'est le plus important. Oui, bonjour Rida, merci de nous avoir rejoints. On sait que ça n'a pas été évident avec les conditions techniques. C'est pas facile de faire ce live à distance. Et donc, toi, tu es donc délégué des familles sans logis, mal logées.
à Paris. Oui, Et voilà, tu as l'habitude de mener des luttes. Tu es toi-même en lutte pour un oui, bien relogement sûr. pérenne en HLM. Est-ce que tu peux un Ouais, peu nous parler de ta situation et puis aussi de tes inquiétudes face d'accord. à la situation qu'on vit actuellement? Ben moi, c'est bon, je me présente, je m'appelle Orida. Moi, je suis dans un logement HLM parce que c'était un logement de ma mère qui est décédée. Et comme j'avais pas le droit de rester, je suis menacée d'expulsion. Et là, j'ai eu un logement temporaire parce qu'il y avait des dégâts des eaux et grâce aux dalles que j'ai eu le logement temporaire. Par contre, pour quelques mois, que je dois le quitter fin avril. Et avec le confinement, j'ai peur où je vais y aller. Normalement, bon, ils ont dit qu'il n'y a pas d'expulsion, mais quand même, j'ai peur. En plus, il y a un loyer à payer, c'est un loyer de 700 € que je dois payer, que je suis en train de le payer tout le temps. Mais là, avec le confinement, parce que je suis en arrêt maladie, c'est un peu dur. Je sais pas, il n'y a pas que moi, il y a aussi des familles qui sont au chômage. Euh, alors, je ne sais pas si on va le payer ce loyer ou pas. Parce que comme c'est 700 € et sans APL, parce que c'est une convention temporaire. Mais malgré tout, nous, on est en train de lutter. De toute façon, on est en train de lutter contre les expulsions. On pense aussi, il n'y a pas que moi, il y a aussi des familles qui sont dans des hôtels. Bon, le confinement, c'est bien, mais le confinement pour les familles, les mal logés, c'est dur. Je trouve ça, c'est dur parce que vous vous retrouvez dans une chambre à 15 mètres carrés avec 4 enfants. C'est des enfants malades, asthmatiques, diabétiques. Ça, c'est dur. Je trouve ça, c'est dur. Je sais qu'on est dans une situation délicate, mais il faut penser aussi aux mal logés, il faut penser aux sans-abri. Alors, les sans-abri, les pauvres, il n'y a rien. On a entendu qu'ils ont trouvé des solutions pour eux, mais je trouve qu'il n'y a rien. On n'a rien entendu pour les sans-abri. Voilà. Et aussi, j'aimerais bien qu'il y aura des suspensions pour le loyer jusqu'à la fin de confinement. Voilà. Et penser aux mal logés pour trouver faire des réquisitions ou quelque chose pour eux. Ils peuvent pas rester comme ça dans des logements, pas des logements, c'est des chambres, des petites chambres avec une famille de 4 enfants et tout. Ça, c'est dur. Je trouve ça, c'est dur. Voilà. Oui, vous m'entendez? Merci, Ouida, pour ton témoignage. Oui, Euh, voilà. voilà, merci à toi, en tout cas, de nous avoir rejoints et d'avoir pu Oui, témoigner. Et donc, d'accord. voilà, comme tous les sans-logis, mal logés, locataires, là, Oui, on attend vraiment un plan d'urgence du gouvernement qui mette les moyens pour faire face à ces crises et puis après, pour mettre en place, évidemment, des mesures à on long terme. continue. Nous, c'est la lutte, on continue. Un toit, c'est un droit. Même s'il y a même, je connais une famille, je connais une dame aussi, une amie, je suis en train de l'héberger. C'est une adhérente, mais comme nous, c'est solidarité, je peux pas la laisser toute seule. Ben, elle va rester avec moi le temps qu'ils vont lui trouver quelque chose. Voilà. La lutte Merci. continue. Un toit, c'est un droit. La lutte continue. Merci, Aurina. Oui, alors excusez-moi, là, j'ai demandé à reprendre un petit peu la parole parce que je voulais amener quelques points d'éclairage. Le premier, c'est que les bailleurs sociaux ont un parc de logements vacants aussi qui existe. Si on écarte les logements vacants pour cause de mise en location, c'est en attendant entre deux locataires, les bailleurs sociaux disposent sur l'ensemble de la France de plus de 100 000 logements inoccupés qui vont être soit démolis, soit mis en travaux, soit je ne sais pas quoi. Bon, mais en tout cas, ces logements, ils peuvent être mis à disposition pour quelques mois, très rapidement, et certains pour plusieurs années, parce qu'on a des programmes de renouvellement urbain qui vont durer excessivement longtemps. Et chacun dans son immeuble HLM connaît des logements inoccupés. Il y en a, il y en a, il y en a quasiment partout. Là, donc, les bailleurs sociaux devraient absolument se mettre à ouvrir ces logements. Et il suffit que le gouvernement dise eh bon, là, mobilisez vos logements vides et voilà, les bailleurs sociaux devront le faire aussi. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est la question du moratoire des loyers. Bon,
D'abord, les ordonnances qu'on a pu examiner hier et avant-hier nous mettent en évidence un point qui peut intéresser l'ensemble des locataires. C'est-à-dire que, en réalité, aucune procédure ne peut être lancée contre un locataire, quelle que soit sa situation, puisque toutes les procédures civiles sont reportées. Donc, les huissiers ne travaillent plus, pour l'instant, ils ne bougent plus, ils ne font plus de constats, ils n'envoient plus de commandement de payer, et de toute manière, tous les actes de procédure civile sont suspendus jusqu'à la fin de l'épidémie. Donc ça, c'est quand même un point qui est essentiel, c'est-à-dire que à la fin du mois, vous n'êtes pas obligé de payer votre loyer. Il ne vous arrivera rien pour l'instant. Donc après, la question, c'est la bataille qu'on doit mener pour justement qu'il n'y ait pas, à la fin de l'épidémie, qui heureusement un jour ou l'autre va prendre fin, eh bien, pour qu'il n'y ait pas des centaines de milliers de procédures qui soient lancées d'un seul coup contre les locataires. Alors, si on est plusieurs centaines de milliers, si on est plusieurs centaines de milliers ou plusieurs millions de locataires, avoir dit, nous, on a, première étape, on a suspendu le prélèvement automatique. C'est ce qu'a expliqué Simon tout à l'heure. On suspend le prélèvement automatique. On le suspend d'une part pour reprendre le pouvoir sur son porte-monnaie, ça c'est très important, et deuxièmement, pour pouvoir dire, ah, attention, moi je paye quand j'ai envie de payer, et pas quand le bailleur ordonne le prélèvement automatique à ma banque. Bon. La deuxième chose, c'est que pour les locataires qui ne pourront pas payer et qui ont un prélèvement automatique, il va y avoir des amendes ou des frais financiers qui vont être exigés, imposés par les banques pour rejet de prélèvement. Donc là-dessus aussi, c'est un point important. Ne serait-ce que pour ça, il faut suspendre le prélèvement automatique. La chose suivante, en gros, sur laquelle on doit aussi commencer à réfléchir, c'est qu'il faut absolument que l'État prévoie un financement. Il a débloqué 43 ou 45 milliards d'euros pour relancer l'économie, etc. Qu'est-ce qu'il a fait pour les loyers? Qu'est-ce qu'il a fait pour les locataires? Qu'est-ce qu'il a fait pour les sans-abri? Lâcher quelques millions par-ci, par-là aux associations d'hébergement qui sont complètement débordées aujourd'hui, qui n'ont même plus assez de personnel pour pouvoir prendre des immeubles que l'État leur mettrait à disposition. Hein. Donc, ils n'ont plus de personnel aujourd'hui parce que les salariés, beaucoup sont malades, tout simplement, ou sont mis en retrait. Bon, ce qu'on comprend très bien. Donc, la moitié des salariés des structures d'hébergement aujourd'hui ne sont plus là. Donc, les structures d'hébergement ne sont plus en capacité de gérer des immeubles ou des lieux supplémentaires d'hébergement. Ça explique aussi le problème dans lequel on est aujourd'hui. C'est pour ça que nous disons qu'il faut impérativement réquisitionner des logements. Des logements parce que toutes les familles qui sont aujourd'hui dans des gymnases, dans des hôtels, dans des structures d'hébergement qui tournent, eh bien, ces familles-là, elles n'ont pas besoin d'avoir un travail, ou même des célibataires. Enfin, il y a plein de gens qui sont sans abri et qui n'ont absolument pas besoin d'avoir un travailleur social ou un psychologue pour s'occuper d'eux. Donc, c'est cela qu'il faut mettre dans les logements. Airbnb aussi, on n'en a pas parlé, qui sont source de profits importantes aujourd'hui, excessifs, abusifs pour les investisseurs, hein, parce que c'est les riches encore qui achètent des logements pour les louer en Airbnb et gagner encore plus d'argent. Eh bien, les logements Airbnb qui sont vides aujourd'hui, il faut les réquisitionner aussi, ceux-là. On en a 60 000 à Paris. On en a près de plusieurs centaines de milliers sur l'ensemble de la France. Malheureusement, les chiffres sont cachés puisque Airbnb et consorts, toutes ces plateformes de location, font tout, évidemment, non seulement pour cacher et protéger les loueurs, hein, et les encourager aussi à payer, à se faire payer les loyers par les touristes sur des comptes offshore dans des paradis fiscaux, mais également tous ces profits qui sont récupérés sur les locations souvent illégales, hein, parce que aussi beaucoup de propriétaires, de loueurs, louent leur logement bien plus de 4 mois dans des villes où la location au-delà de 4 mois en Airbnb a été interdite. Donc, si vous voulez, là, aujourd'hui, il faut impérativement aussi réquisitionner les logements Airbnb.
Là, maintenant, juste pour terminer, on a les mobilisations. Et les mobilisations, c'est demain à 18 h, ça a été dit là tout au long du live, mais il y a aussi pétition. Il y a une pétition qui a beaucoup de mal à monter, hein, SOS sans logis, mal logés, locataires, qui reprend les revendications principales à l'appel d'un certain nombre d'associations, de personnalités, d'artistes, de mal logés. Bon, donc cette pétition-là, il faut qu'elle monte. Pour l'instant, elle traîne un peu. Donc, si vous écoutez ça, faites un petit effort, un petit peu avec votre index, à tapoter. Allez-y, soutenez la pétition. Elle est importante pour peser dans le débat. Et puis, également, de toute façon, on reprendra samedi prochain la même initiative à 18 h. C'est au niveau européen, il y a un accord de principe là-dessus. On va évaluer si en fonction des mobilisations de chacun et de chacune, mais on pense qu'il faut tenir une date régulière. On a aussi mis en place un projet d'initiative dans les immeubles pour encourager la solidarité dans les immeubles. Parce que souvent, bon, les gardiens sont absents. Pareil, ils exercent leur droit de retrait, hein, ça peut se comprendre. Donc, il y a besoin d'une part de s'occuper de ses voisins, d'aller voir ses voisins âgés, ceux qu'on n'entend plus trop. Il faut aller voir ce qui se passe. Il faut s'organiser pour faire les courses pour eux. Donc, dans l'immeuble, il suffit de s'organiser. On fait un petit WhatsApp et hop, ou peu importe. Et on fait un petit réseau social de l'immeuble et on voit quels sont les besoins de chacun et quelles sont les difficultés de chacun. Il y a aussi la nécessité, évidemment, de nettoyer les portes, les parties communes où il y a beaucoup de passages où on met les doigts, les boutons, les poignées de porte, les boutons d'ascenseur, etc., etc. Il faut les nettoyer 2-3 fois par jour. Donc, vous voyez, ça, c'est des gestes qui sont importants et puis qui permettent aussi de se connaître, hein, et de vivre plus en solidarité par rapport à ces jours mauvais qui s'annoncent et difficiles, qui s'annoncent encore pour un petit moment. Donc, voilà, ça fait partie aussi de ces initiatives qu'on essaie de promouvoir et d'encourager parce qu'il ne faut pas rester seul. Et même si on se met au balcon de temps en temps à 20 h tous les soirs ou à 18 h demain pour le logement, ça ne suffit pas. Il faut parler, on a besoin de parler. Voilà, la lutte continue, on n'est pas fatigué. Et on a 2 rendez-vous donc dans les tout prochains jours, hein, demain et lundi prochain à 14 h 30 au Conseil d'État. Merci Jean-Baptiste. Pour conclure, je voudrais vraiment remercier l'équipe de la base, en particulier Eva pour ce live, et puis bien sûr les intervenants qui ont consacré du temps, donc Jean-Baptiste dans l'ordre, Asdine, Hakim, Anaïs du DAL Toulouse, Raph du DAL Grenoble, et puis Ourida qui nous a rejoints. Voilà, et donc je rappelle que les mobilisations continuent, notamment ce raffut fenêtre demain à 18 h dans plusieurs villes en France. Donc on l'a dit, à Paris, à Toulouse, à Grenoble, mais aussi à Marseille, à Rennes, à Nantes. Voilà, la mobilisation perdure. Et puis il y a la pétition en ligne que vous retrouvez via le Facebook du DAL ou sur le site internet de Droit au logement. Et donc, voilà, on vous invite à liker, à partager. Merci à toutes celles et ceux qui ont regardé ce live. Et voilà, la mobilisation continue. N'hésitez pas à vous mobiliser dans votre immeuble en solidarité, à écrire au préfet, à vos maires pour demander vraiment un plan d'urgence et agir en solidarité avec les sans-logis, mal logés et locataires. Merci à vous. Eva, merci. Je te laisse la parole peut-être. Oui, merci beaucoup Simon. Juste un petit mot de la fin pour vous dire que on était très contents du coup de recevoir le DAL et tous ces intervenants de partout en France qui sont dans des situations très différentes pour vous donner un peu une vision d'ensemble de ce qui se passe et de ce que vous pouvez faire. Donc on vous remettra le lien de toutes les choses que vous pouvez faire, notamment demain. Pour finir, pour avoir une jolie image de fin et peut-être retrouver toutes les personnes qui ont participé, je vais rallumer la caméra de tout le monde et on va vous faire un petit au revoir collectif. Et donc, si tout le monde peut rallumer sa caméra. Hop. Et je crois
qu'on a presque tout le monde. Il nous manque Hakim et Asdine. Et on sera bon. Et ben voilà, on a le joli panel d'intervenants. Merci encore à vous d'avoir participé. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à la commenter avec des liens utiles. Et on se retrouve très vite avec plein d'autres organisations qui font plein de choses sur le terrain. Bonne soirée à vous et bon week-end. Et on se retrouve demain pour soutenir les personnes qui sont dans la difficulté. Allez, la lutte continue. La lutte continue. Un toit, c'est un droit. À vous les studios. Et qu'est-ce qu'on veut? Un toit, c'est un droit. Réquisition des logements vides. Réquisition des logements vides. Réquisition des logements vides.